on ne va pas jusqu'au coma éthylique avec des garçons qu'on ne connaît pas, surtout s'ils ont 17 ans. On a affaire, quand on est avec des garçons de 15 ans, 17 ans, avec quelque chose qui peut représenter un danger. Bon, donc il faut faire avec. Moi, je suis très étonnée. C'est comme ça qu'il faut traiter le jeune homme, c'est-à-dire que c'est potentiellement quelqu'un de dangereux et peut-être, je ne dirais pas à son insu, mais qui est dépassé par sa biologie. Bien sûr, ça veut dire qu'une part de l'éducation des filles repose et doit toujours reposer sur la prudence, chose qu'il est impossible de dire maintenant. Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau numéro de Contact. Je vous propose cette semaine une rencontre avec Claude Habib. Bonjour à vous. Vous êtes professeur émérite à Paris 7, spécialiste de littérature française du 18e siècle et particulièrement des relations entre les hommes et les femmes. Sujet miné, s'il en est un aujourd'hui, ce qui est quand même surprenant. On n'aurait jamais imaginé qu'on puisse dire ça des relations entre les hommes et les femmes. Vous êtes aussi auteur de plusieurs livres, Le consentement amoureux, Galanterie française, qui avait d'ailleurs généré leur lot de polémiques à l'époque de leur publication, sinon même un peu après. Et puis en 2021, La question trans, qui vous a valu d'être extrême droitisé. Et puis, on peut le rappeler quand même, c'est un sujet hyper sensible, celui-là. Et cet automne, c'était « Le privé n'est pas politique ». C'était le premier prétexte pour lequel je voulais vous parler, parce qu'on a tendance effectivement à faire du privé un champ de manœuvre qui ne devrait pas être un champ de manœuvre et de politiser nos vies privées. Première question, et bienvenue à bord. Merci à vous de m'avoir invité. J'ai, en préparant, découvert que vous aviez parlé de Hume et de ce qu'il avait fait remarquer assez justement, qu'il faut de la sécurité pour produire des savants, qu'une société doit produire un environnement suffisamment sécuritaire pour qu'on puisse faire avancer la science. Et vous ajoutiez, la sécurité permet de dégager ce surcroît d'attention. J'ai la certitude que nous vivons en ce moment une époque où nous ne sommes pas collectivement en sécurité, nous sommes même un peu hébétés par la peur. Est-ce qu'il y a un risque pour la pensée que d'être dans la peur continuelle? Pour les populations comme pour ceux qui en font pour métier de réfléchir? Il y a un ébranlement actuellement, il y a une espèce de sentiment de chaos, on ne sait plus où les valeurs du libéralisme qui étaient communément partagées dans l'Occident sont en train d'être attaquées par des ennemis traditionnels et attaquées par des amis traditionnels. Donc sans doute on est dans une période, je dirais pas anarchique, mais enfin avec des risques de chaos. Et on voit bien d'ailleurs que la science en prend un coup. Stand up for science, c'est quand même le fait que même au niveau des laboratoires, on ne sait plus où on va, ce qu'on a le droit d'étudier, ce qu'on a le loisir de penser. Donc oui, c'est une époque difficile. Mais enfin, on est quand même pour l'instant encore dans des sociétés en paix et on n'est pas dans les États des pays du Sud qui, eux, n'ont pas du tout le loisir d'avoir un environnement scientifique. On peut encore travailler. Mais je parle souvent, ou réfère souvent à cette époque qui est très anxiogène. Alors, si on ne vit pas dans des dictatures, si on ne vit pas collectivement dans un monde où il nous manque beaucoup de choses pour satisfaire notre bonheur, il reste que cette atmosphère peut perturber et créer justement ce manque d'attention parce qu'on est continuellement bombardé. Est-ce qu'il y a un risque? Oui, ça c'est autre chose. Vous pensez aux réseaux sociaux et au fait entre autres, aux réseaux sociaux, mais aux nouvelles, à ce que nous consommons, au fait que, il y a un mois, on nous expliquait que la menace existentielle en Europe, c'était la Russie et que peut-être un jour, les Russes seraient bientôt sur le territoire. Je caricature. Vous caricaturez. Oui, d'accord. Ce n'est pas exactement ce que Bruckner vous répondait. Non, mais le président Macron, lui, était d'avis, il y a très peu de temps, qu'il y avait un réel danger. Et puis, il y a un réel danger pour l'Europe. Oui. Pas pour la France, mais pour l'Europe. C'est-à-dire que mais j'ajoute que 2 semaines plus tard, c'était la guerre commerciale, l'effondrement des marchés. Et quand on met en boucle tout ça, ça crée un sentiment d'urgence continuelle et de panique continuelle. Et je reviens à ce que disait Hume. Est-ce qu'on ne risque pas d'émousser notre sens commun? Moi, j'avais beaucoup été frappée par cette remarque de Hume parce que
il y a une espèce de romantisme diffus qui fait penser aux savants. C'est pas Bernard Palissy brûlant sa maison pour trouver le secret de la porcelaine, mais presque. Enfin, c'est Pasteur, des figures héroïsées. Et en fait, Hume, c'est une chose que l'anarchisme juvénile de mes étudiants à l'époque ne reconnaissait pas, c'est la très grande importance de sociétés riches, pacifiées, sécurisées, pour avoir ce surcroît de luxe qu'est la science. La science demande non pas une inspiration personnelle, c'est pas Léonard de Vinci, ce sont des laboratoires qui exigent des financements. Bon, et donc cette remarque de Hume m'avait beaucoup frappée. Alors, pour l'instant, ça tient encore, mais c'est vrai que si on prend les septennats de Macron avec toute la succession de gilets jaunes, de pandémies, et maintenant l'hypothèse de la guerre, on a l'impression que oui, on n'a plus la même paix que sous Pompidou. Ça a dû vous paraître bien long parce que vous m'avez paré de ces septennats alors que ce sont des quinquennats. C'est pour raison. Dire qu'il y a une dilatation du temps. Mais je reviens à cette ambiance ou à ce caractère de l'époque qui peut faire qu'on est moins concentré. On est moins concentré. Regardez, ça va avec ce qu'on apprend là de l'effondrement de la lecture en France et du fait que les gens, y compris les adultes, c'est pas seulement les ados qui, comme d'habitude, sont toujours inculpés, mais les adultes, la tranche 50-60 ans, lisent beaucoup moins. Tout le monde est sur ses écrans, et sur ces écrans, on regarde plus des films, des sottises de TikTok, des choses qui vont vite, plutôt que la concentration qu'exige la lecture. Donc on a l'impression, effectivement, d'une baisse d'attention, et dans les études, on apprend que le QI diminue, et en France, et en Grande-Bretagne, et enfin tout ça est très inquiétant. Ça se peut, cette idée qu'il y ait une courbe descendante du QI parce que c'est un muscle qu'on entretient moins? Je ne sais pas si c'est un muscle qu'on entretient moins ou si c'est parce qu'il y a une concentration différente dans le hashish qu'on nous vend actuellement, mais enfin, il semble bien que, et en Grande-Bretagne et en France, il y a une baisse de QI. Enfin, c'est ce que j'ai lu chez Babin. Voilà. Un risque d'abrutissement collectif. Mm-hmm. Mais l'abrutissement collectif, c'est aussi parce que les gens sont stressés et donc ils veulent s'apaiser, que ce soit par le Lexomil ou que ce soit par des substances interdites. Alors, vous avez tout à l'heure, en commençant la réponse, dit « Nos valeurs libérales sont menacées. On est en train de constater que ce qui était acquis ne l'est peut-être pas. » Quelles sont ces valeurs libérales? Parce qu'on s'y réfère toujours sans jamais vraiment les nommer. Qu'est-ce qui fait que nous avons vécu très à l'aise dans ce monde et que non seulement nous étions à l'aise, mais qu'il était idéal pour faire évoluer l'esprit, pour collectivement peut-être ne pas s'abrutir et qu'aujourd'hui, elles sont battues en brèche, ces valeurs? La première, c'est une grande unification des sociétés par le libéralisme qui consiste à laisser faire, laisser passer, que ce soit pour les marchandises ou pour les êtres humains. C'est la grande circulation. Ça, c'est la base du libéralisme. Le commerce. Le commerce, bien sûr, le doux commerce qui devait remplacer la guerre, comme vous savez. Devait. Et qui, oui, on a vu l'exemple allemand, c'est pas très probant. Se mettre sous la dépendance du gaz russe, ça n'a pas marché. Et on avait aussi, alors ce qu'implique le libéralisme et la présence sur le territoire national d'autres communautés venues de l'étranger, ça implique la tolérance, qui est la vertu centrale du libéralisme. Il faut accepter d'autres mœurs, il faut faire preuve de tolérance. Cette exigence, elle est là depuis la fin du XVIIe siècle, depuis qu'on a eu les problèmes qu'on sait avec la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Et donc, il y a eu cette pensée, d'abord par des protestants, en Angleterre, par Locke, sur, non pas refaire aux catholiques ce qu'ils nous ont fait, leur infliger les mêmes souffrances, mais penser de façon à une coexistence possible, d'abord des religions et ensuite des races, des nations, des mœurs différentes. Ça, c'est la grande exigence libérale. Et, est-ce que c'est une utopie
que cette tolérance? C'est-à-dire que c'est toujours très difficile. C'est un effort, la tolérance. C'est pas du tout quelque chose d'agréable. Je veux dire que c'est un effort sur soi pour réprimer l'énervement, parfois la répulsion. Mon exemple clé, c'est les Chinois qu'on voyait plus à Paris il y a quelques années. Maintenant, ils viennent moins et qui crachent par terre. Parce que pour eux, c'est expectorer, c'est la propreté et l'hygiène, et pour nous, c'est absolument ce que Pasteur a proscrit. Donc là, vous voyez, il y a donc des différences d'estimation, de manière de vivre, d'hygiène, voilà, un effort de tolérance est requis dans nos sociétés qui sont des sociétés plurielles. Et vous le dites assez bien dans le livre que vous avez consacré à la tolérance, c'est la dernière des vertus. Et elle est, dans l'histoire, il n'y a pas beaucoup d'autres vertus qui se sont inventées derrière la tolérance. Et c'est un peu le fait de ce qu'on a constaté que les guerres de religion, à tout le moins en Europe, avaient montré l'homme dans ce qu'il a de moins tolérant. Oui, c'est à partir de ces massacres, de ces horreurs qui ont eu lieu à peu près dans toute l'Europe, parce qu'il n'y a pas eu que la France, où on a eu cette pensée, et vous avez, raison d'insister là-dessus. Chez Aristote, vous avez le courage, vous avez les grandes vertus, la liste n'est pas infinie, et là, voilà, une petite nouvelle qui n'appartient qu'à la modernité, qui est à nous, c'est vraiment ce qui nous définit. Donc je crois que c'est... Est-ce que ça nous définit, nous, occidentaux, dans nos ambitions aussi, à être tolérants? Mais bien sûr. Bien sûr, je ne pense pas que l'islam, par exemple, ait une ambition de tolérance. Il a une ambition prosélyte, mais il n'a pas l'ambition de tolérer... regardez, les Bouddhas de Bamiyan, ils en ont pris pour leur grade. Donc, au contraire, pour eux, la vertu, c'est de repousser les incroyants, les koufirs. Donc, non, ce n'est pas la vertu de tout le monde, c'est une vertu que nous avons créée. Elle nous rend plus forts par cette capacité à espérer vivre avec la tolérance, ou au contraire, elle nous rend intrinsèquement vulnérables? Sans doute, on peut dire que il y a peut-être un affaiblissement dans la mesure où nos manières de vivre ne nous paraissent plus comme la manière humaine essentielle d'être, et que nous avons toujours une espèce de distance, de relativisme par rapport à nous-mêmes, parce qu'on sait qu'on peut vivre autrement. Donc c'est comme l'esprit critique. Est-ce que l'esprit critique est une faiblesse, ou est-ce que c'est notre caractère distinctif? C'est pareil. Faites-moi le pitch pour l'esprit critique qui pourrait être à notre désavantage. Parce que j'arrive pas à concevoir que ça soit un passif. Quand vous avez un esprit critique, comme Diderot, par exemple, accuse la colonisation européenne et française dans l'histoire des deux Indes de Rhénal. Ça peut très bien être pris par de la propagande hostile à l'Occident, disant eux-mêmes le disent, eux-mêmes reconnaissent leurs crimes. Les totalitarismes n'ont pas l'habitude de faire de l'autocritique. Donc, vous voyez, notre propension à l'autocritique peut être exploitée par de la propagande adverse. Et votre opinion? Donc, il faut accepter que c'est un risque avec lequel on doit négocier pour être ce que nous sommes, bien sûr. C'est-à-dire vulnérables. Nous devons vivre avec cette capacité. J'espère bien. Avec cette capacité autocritique, tout en sachant nous défendre quand elle est manipulée. Or, il y a des moments où, clairement, ce ne sont pas nos amis qui reprennent ces thèses. Alors, tout à l'heure, quand je vous ai présenté à travers quelques-uns de vos livres, j'ai insisté sur ceux qui peut-être vous ont créé des oppositions, sinon même des ennemis. Sur la question trans, c'était assez récemment, je pense en 2021 que vous écrivez là-dessus. Est-ce que, j'allais poser la question, sommes-nous tolérants? Et de savoir, évidemment, de quel point de vue? Est-ce qu'on est tolérant à l'endroit de ceux qui pensent que c'est une avenue souhaitable, que ces transitions? Et inversement, est-ce que la communauté trans, si tant est qu'elle existe, d'ailleurs, je suis certain que je serai accablé pour avoir choisi le mot ou l'expression, mais est-elle intolérante de tous ceux qui posent des questions? Parce que chose certaine, quand vous avez levé le capot, vous avez aussi été montré du doigt très rapidement.
il est évident que l'activisme trans est intolérant. Il y a tellement de gens qui se sont fait annuler, qui sont... en France, c'est Céline Masson et Caroline Eliachev qui ont été couvertes d'excréments de chats dans je ne sais pas quel café de Bruxelles. Donc, il y a vraiment des réactions qui sont comme les réactions des fascistes. Enfin, c'est des manières qui sont ni civilisées, ni... Enfin, on est ailleurs. Donc... Pourquoi? En quoi cette question précisément? Puis on pourra déplier, parce qu'il y a beaucoup de choses extraordinairement intimes qui sont interpellées. Mais pourquoi ça a déclenché de pareilles passions et cette tentation d'ailleurs de faire taire tous ceux qui auraient la mauvaise idée de dire un instant ce qu'on peut poser des questions? Alors, je pense que nous devons avoir une tolérance envers des adultes qui décident de vivre sous la guise de l'autre sexe, qui décident de mettre des habits féminins ou des habits masculins. Pour une femme, il n'y a aucun problème, ce sont des adultes, ils font ce qu'ils veulent. Là où les problèmes apparaissent, c'est quand ils exercent une tyrannie en obligeant le reste des gens de les reconnaître quand le passing, pardon d'employer ce terme anglais, mais quand donc la vraisemblance n'est pas là. Parce qu'il y a des femmes trans qui ressemblent plus que moi à des jolies femmes, et puis il y en a qui ne passent pas. Alors là, le fait de nous obliger à dire elle alors qu'on voit lui, enfin là c'est quelque chose qui ne va pas et sur lequel Jordan Peterson, dont nous parlions off records, a parfaitement réagi. On est libre de dire comme on voit. Ce qui se passe... Au risque d'insulter la personne? Écoutez... Mais je vous pose la question comme elle se pose. C'est-à-dire quelqu'un qui, en face de moi, choisit de devenir une femme. Oui. Et que je ne vois pas. Ça peut arriver. C'est-à-dire que je vois encore quelque chose qui... Oui. Mais qui me dit, je suis une femme, donc tu devras me parler de cette manière. Je ne vois pas pourquoi je ferais un effort, comment dire, même si je vois autre chose, pour nier cette personne, son aspiration, ou encore l'insulter en ne lui adressant pas la parole de la manière correcte pour elle. Oui, mais enfin, on peut se tromper. Oui. Ils font comme si mégenrer était un crime contre l'humanité. Enfin, non, on voit ce qu'on voit. Mais ça, c'est un point. À mon avis, les problèmes sont sur les enfants, parce que la transition puérile est une folie. Je veux dire, on ne peut pas, à 12 ans, décider qu'on est un homme, il faut faire une mastectomie. Enfin, on ne sait pas ce que c'est qu'être une femme, on ne sait pas ce que c'est qu'avoir des enfants, allaiter. Tout ça est incompréhensible à 12 ans. Donc, la question des enfants est un point sur lequel les activistes sont violents. Et c'est souvent des gens qui ont fait une transition tardive. Vous voyez, des hommes qui sont devenus femmes à 60 ans, comme... ça a été très médiatisé dans le milieu du cinéma. Bon, alors ces milliardaires de 60 ans qui deviennent des femmes se disent, si j'avais fait ma transition à 12 ans, j'aurais eu une voix d'ange, j'aurais eu pas de barbe, mais un ovale parfait. Alors il faut... donc ils ont ce prosélytisme invraisemblable et contre tout réalisme. C'est-à-dire que nous savons... par l'étude des cohortes qui a été faite au XXe siècle, c'est-à-dire avant que ce protocole hollandais soit mis en place, c'est-à-dire le protocole qui consiste à donner des bloqueurs de puberté, empêcher la puberté et ensuite les hormones croisées. Eh bien, avant, on n'avait pas de bloqueurs de puberté, donc on avait des enfants dysphoriques et on suivait ces enfants dysphoriques et on s'est aperçu, et là, on a les chiffres, que 80% retournaient à leur sexe biologique à la puberté et étaient souvent homosexuels. Oui. Mais pas toujours, d'ailleurs. Parce que plusieurs médecins qui ont d'ailleurs pratiqué ces transitions, fait les chirurgies, accompagné des jeunes hommes et surtout des jeunes femmes, disaient, c'est-à-dire que avec le temps, plusieurs découvriraient peut-être qu'ils sont gays, homosexuels, lesbiennes, mais peut-être n'auraient pas choisi d'aller au bout de la transition. Donc on médicalise
100% des enfants dysphoriques, alors que 80% n'auraient pas eu besoin de cette médicalisation à vie. Donc, c'est une folie, puisqu'on n'est pas capable médicalement de savoir quels sont les enfants qui resteront dans ce désir de transition et quels sont les enfants qui se réconcilieront avec leur corps et peut-être... Mais si ce que vous dites est vrai, nous aurions aujourd'hui, ou certainement bientôt, parce que c'est un phénomène assez récent, 80% de ceux qui ont fait leur transition et qui diraient « je me suis terriblement gouré ». Non. On a certainement beaucoup plus que ce que disent les transactivistes qui disent qu'il y a 1% seulement qui regrettent parce que leurs opérations ont été ratées et ils ne sont pas contents du résultat. On voit que non, les cohortes montent et qu'on est peut-être à 20%, 30% de détransitionneurs. Donc ça a beaucoup monté, ça a été multiplié par 20 en peu de temps. Mais ces enfants qui sont passés par... le fait de ne pas traverser de puberté et d'être tout de suite sous les hormones croisées n'ont pas un développement normal. Et donc, eux, n'ont pas de regrets. Ils ne savent pas ce que c'est que de vivre autrement. Donc, ils ont raté, en fait, un rendez-vous avec leur biologie. Ah ben oui, absolument. Absolument. C'est des enfants qui n'auront pas de puberté du tout. Donc, avec ce que la puberté fabrique, non seulement sexuellement, mais... en modification de la taille et du cerveau. Il y a des modifications cérébrales qui se produisent à la puberté et qui n'auront pas lieu pour eux. Donc là, vraiment, c'est une intervention très considérable. Quelle est l'hypothèse pour expliquer le fait que ce soit d'abord des jeunes filles qui soient tentées par cette transition à hauteur selon les études, mais c'est dans la fourchette basse 60 et quelques %, dans la fourchette haute 75, 80 %. C'est ça, on va entre 2/3 et 3/4. Eh bien, l'hypothèse de Abigail Schreier, c'est... mais elle a été battue en brèche aussi. Hein. Elle a été battue en brèche, mais son livre est magnifique. C'est un livre très plein de compréhension de la féminité. C'est pas du tout un livre agressif, c'est un très beau livre. Et elle, sa thèse, elle reprend les données de Littmann, qui elle est un médecin, une scientifique, et sur la contagion sociale. Oui, l'effet épidémiologique presque. Oui, sur la contagion sociale par soit les pairs, PAIR, dans un espace, une classe, un lycée, soit les réseaux sociaux. Mais manifestement, on transitionne à plusieurs, on transitionne avec sa meilleure amie. Et donc, comme on voit qu'il y a des clusters de transition chez les filles, et qu'on voit qu'auparavant, chez les filles, il y avait des phénomènes de contagion sur l'anorexie, sur l'hystérie, donc il y a avant les possessions diaboliques au XVIIe siècle. Donc on sait que dans des couvents, ça se passait. Quand vous avez des groupes de femmes, vous avez quelques pathologies qui se répandent. Et Abigail Schreier, elle est très tendre avec ça, parce qu'elle dit c'est la capacité d'amitié des femmes qui fait ça. Elles entrent en résonance les unes avec les autres. Mais déjà, vous êtes en rupture de banc avec le néo-féminisme parce que vous dites implicitement qu'il y a une différence fondée entre les hommes et les femmes et que ce n'est pas que culture, qu'il y a évidemment un patrimoine biologique qui nous rend différents, qui est une altérité. Or, aujourd'hui, le discours dominant, c'est que pour l'essentiel, être femme, c'est une construction. Être un homme, j'imagine aussi. Oui. Et ce que vous dites, c'est que non, mais pas du tout. Je pense que le féminisme a rendu cette question trans possible et plausible, parce que le féminisme a commencé par dire tout est construit, c'est uniquement l'histoire, l'éducation qui fabrique la différence, et donc la soumission des femmes et leur infériorité, tout ça est fabriqué par la société, sinon on est tous des êtres humains. On n'est pas femme, on le devient, ça veut dire ça. Ça veut dire il y a... Ça, c'est Jean-Paul Sartre qui avait dit ça. Ah bon? C'est Sartre avait dit ça le premier? C'était une boutade. C'était une boutade. Donc, le sens, pour Simone de Beauvoir, c'est
on force les femmes dans un destin féminin de ménagère, et on les empêche de s'épanouir comme les existentialistes qui savent que la liberté, c'est la première des choses, et qui peuvent, comme les intellectuels, choisir leur carrière, leur vocation, etc. Maintenant, c'est repris dans un sens tout à fait différent par les trans. C'est-à-dire, on n'est pas femme, on le devient. Ben voilà, il suffit de prendre des hormones et on arrivera avec des œstrogènes. Il n'y a aucune raison, puisque rien de biologique, rien de consistant ne fabrique du féminin. Et si on retourne à votre exemple tout à l'heure, quand vous parlez de ce qui se passe dans des communautés de femmes, il y a des... je ne sais pas comment les caractériser, des phénomènes, des épisodes, des pathologies qui seraient uniques et particulières aux communautés de femmes? Oui, et avec des modes. Parce que l'anorexie, on l'a vu apparaître au Japon sur une fille japonaise était morte d'anorexie, mais dans un truc très particulier. Et un journal a dit, ah ben voilà, c'est l'anorexie, comme aux États-Unis, et a raconté comment c'était l'anorexie aux États-Unis. Et immédiatement, vous avez eu une vague d'anorexie au Japon, de jeunes filles japonaises. Donc, il y a un truc de mimétisme, il n'y a aucun doute. Et il y a des pathologies inventées. Enfin, rappelez-vous, dans les années 80, des personnalités multiples. Mmh. Bon, on n'en voit plus des personnalités multiples. Alors, il y avait plein de gens qui, soudain, pensaient qu'ils étaient Dr. Jekyll et Mr. Hyde et quelques autres. Et plus encore, oui. Oui. Donc, bon, il y a des toccades, il y a des modes, et les femmes sont réceptives à ça. Mais ce qu'il y a de joli dans le livre d'Abigail Schreier, c'est qu'elle dit c'est à partir d'une qualité proprement féminine que ces phénomènes peuvent avoir lieu. Et elle le dit joliment en disant, si vous demandez à un homme qui est son meilleur ami, il cherche, puis il vous dit ma femme. Si vous dites à une femme quelle est votre meilleure amie, alors là, elle dit plein de noms, parce qu'elle a plein d'amis. Donc vous avez chez les femmes une disposition relationnelle qui est sans commune mesure avec celle qu'on voit chez les hommes. Et vous ajoutiez sur ce qui a peut-être ajouté à cet effet mimétique un discours qui dit aux jeunes filles « il faut réussir comme les garçons ». Oui. Et là, il y a la prochaine étape. Pourquoi réussir comme quand on pourrait réussir en? Oui, bien sûr. Si on n'arrête pas de répéter aux femmes qu'elles ont la mauvaise part, qu'elles sont le deuxième sexe, que les pauvres, elles ont pas été chanceuses, elles ont tiré le mauvais numéro. Le numéro 2... C'est encore vrai, vous pensez? Ah oui, quand même. Il y a un discours ambiant sur la victimisation des femmes, les malheureuses. Elles sont, regardez sur le monde du cinéma qui les opprime, et tous les mondes, le monde sportif, le monde... Partout, elles sont... En Europe ou en Amérique? Parce que l'Amérique me semble avoir un peu, je ne sais pas si c'est gagné ce combat, mais avoir réussi en tout cas à créer un univers où les choses se sont à peu près aplanies. Je vois mal aujourd'hui une jeune nord-américaine être nourrie de cette... Nous, en tout cas, en France, on a du MeToo en cascade. Ça n'arrête pas de voir les milieux qui, les uns après les autres, doivent faire leur examen de conscience et se rendre compte qu'ils ont été absolument affreux. On lit tout le temps dans la presse que prendre le métro pour une femme, c'est terrible. C'est vrai, d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai des souvenirs de 15 ans, c'était pénible, c'était extrêmement pénible. Donc, je reconnais que... il y a une difficulté du féminin juvénile, et donc cette idée, après tout, je pourrais avoir la meilleure part, vient assez spontanément. Alors, je vous cite parce que vous parliez du métro et je trouvais ça intéressant. Il y a une différence d'intensité pulsionnelle entre les hommes et les femmes. Vous me direz, c'est assez basique, mais d'ailleurs qui ne s'exprime pas non plus au même temps de la vie. Les garçons et les filles ne maturent pas de la même façon et leur biologie n'est pas synchrone. C'est vrai. Ça vous fait rigoler, mais c'est tellement basique. Et c'est aujourd'hui un peu coupable. C'est-à-dire qu'on peut associer ces écarts, ces différences à quelque chose de coupable. Y compris le fait que, pour les garçons, les pulsions
et c'est peut-être tout le travail de la civilisation, c'est de brider les pulsions, mais les pulsions, alors encore une fois, je fais attention parce qu'il y en aura des malveillants qui voudront juger, mais les pulsions sont en partie inscrites dans la testostérone chez les jeunes garçons. Ils en débordent, ils en ont trop. J'en suis persuadée, parce que regardez comment on fait avec les animaux. Si on castre les chevaux, les taureaux, etc., c'est pour qu'ils se calment. Donc on voit bien qu'à un moment, la testostérone dans les mammifères mâles est une hormone puissante, surpuissante, et que toutes les sociétés sont en face de cette difficulté de civiliser les jeunes gens. Et c'est très important de réfléchir quelles sont les manières de canaliser ce trop-plein d'énergie, d'agressivité, de désir qui les saisit à un moment. Mais je crois que la réprobation ou les désirs de castration, enfin, ce qu'on lit en France, c'est invraisemblable de dire que le Scum Manifesto, maintenant, c'est l'heure de le lire. Enfin, le Scum, c'était le Society for Cutting Up Men. Bon, ça a toujours été monstrueux. Son autrice était monstrueuse, elle a été mise en prison, mais on pense que maintenant, voilà, c'est l'heure. La misandrie s'affiche en France. On a le droit de haïr les hommes, mais c'est pas comme ça qu'on y arrivera. C'est évidemment une impasse, une voie de garage, quelque chose de... On est très loin de la tolérance qui était le point de départ presque de cette conversation. Qui est le point de départ. Alors, il est vrai que il n'y a pas de complémentarité idéale entre l'homme et la femme, comme vous disiez, c'est pas synchrone, ça marche pas bien. Non, mais c'est aussi ce que nous recherchons, l'altérité. Enfin, nous, pour ceux qui sont hétérosexuels, certainement, mais ça participe de l'extraordinaire aventure même du couple, parce qu'on est différents. Et arriver à nouer cette différence et à en faire la ressource de notre bonheur. Ça, c'est certainement, à mon avis, le projet d'une vie. C'est-à-dire que c'est pas donné au départ. La formule un peu stupide de Bernardin de Saint-Pierre, vous savez, sur le finalisme, le melon a des tranches parce qu'il est fait pour être mangé en famille. Non, c'est pas comme ça que la complémentarité marche. On n'est pas fait pour s'imbriquer et pour faire des familles de manière simple. On n'est pas fait pour... Le but d'une vie peut être de comprendre l'autre, de s'adapter, de déchiffrer cette différence et d'en faire, oui, la ressource de notre frêle bonheur, comme disait Rousseau. Le néo-féminisme, pour vous, il est misandre? Ah oui, oui. Je crois qu'il est absolument... Avez-vous déjà été féministe ou pensiez-vous l'avoir été? Oui, non, j'ai été féministe, militante, allant plusieurs fois par semaine. Vous aviez votre carte? Il n'y avait pas de carte à l'époque, mais au comité de femmes contre le viol, enfin, j'étais vraiment tout à fait militante et je voyais déjà, d'ailleurs... à l'époque, dans les années 80, de la misandrie. Elle était déjà là, chez certaines militantes. Il y avait vraiment une haine du masculin que j'ai jamais partagée, enfin et qui m'a écartée d'ailleurs de ces groupes. Et est-ce que vous iriez jusqu'à dire que nous vivons une époque misandre où... Alors, encore une fois, c'est difficile, ce genre de questions. C'est difficile de juger une époque en entier. Vrai. Une époque est plurielle. Mais il y a une tentation misandre. Il y a une tentation misandre, et c'est cette tentation misandre qui est mise en valeur, qui est... il y a ce film Adolescence, là, qui est passé, cette série brillante, qui est vraiment une tragédie terrible. Partout, en France en tout cas, on la représente comme c'est la faute de l'idéologie masculine, de la manosphère, etc. Moi, je suis effondrée devant ça, parce que vous voyez un contresens atroce entre cette petite fille et ce petit garçon. Mais le contresens, il est des deux côtés. Et la petite fille qui dit au petit garçon qu'il sera un incel et que personne ne le désirera jamais, ça veut pas dire qu'elle mérite un coup de couteau. Je suis pas en train de blâmer la victime. Mais ça veut dire que là, elle fait de la misandrie d'époque, si je puis dire. Et lui... Les incels, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont ces célibataires involontaires. Ces célibataires involontaires qui sont, à mon avis, les seuls à commettre des féminicides.
parce que vraiment, les incels tuent des femmes au hasard parce qu'ils en veulent aux femmes au hasard. Donc c'est les seuls qui ont commis ces crimes monstrueux, alors que sinon le terme d'uxoricide qui était employé avant me paraît beaucoup plus juste quand on parle de crimes qui ont lieu dans le couple. Et moi je tiens à ces différences passionnelles. Je tiens, par exemple, à ce qu'on ne traite pas pareil Carmen. Vous savez, Carmen de Bizet, il y a un Italien qui a voulu monter Carmen ensemble en changeant la fin parce qu'il ne voulait pas donner à voir un féminicide et exalter le fait de tuer des femmes. Comme si Mérimée avait voulu Bizet avait voulu faire de la publicité pour le féminicide. C'est complètement idiot. Parce que... Oui, c'est donner aussi une couleur, enfin c'est un anachronisme total, c'est donner une couleur à ce qui a été écrit en d'autres temps qui correspond à une préoccupation de notre époque. Non, c'est pas seulement, c'est que, enfin, il me semble que dans le féminicide, vous avez l'extrême faiblesse de femmes qui se laissent aller comme la feuille morte et qui sont battues, je ne sais pas moi, Gelsomina dans La Strada de Fellini. Vous voyez, la pauvre femme enfant battue qui ne résiste à rien. Et puis vous avez Carmen, qui est une héroïne de la liberté, qui défie Don José et qui se fait tuer, mais elle y va. Bon, quand il y a eu le meurtre de Marie Trintignant, j'étais en me disant, mais c'est Carmen. Elle a refusé ce qu'il lui disait, elle a refusé de raccrocher et de ne pas téléphoner à son ex, Donc, ce que la littérature peut nous apprendre, c'est la distinction entre... Mais ça, on le voit dans d'autres contextes. Sur la drogue, moi j'ai vu des amis tomber dans l'héroïne par faiblesse complète, hein, à la Verlaine, je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte, ou moi je tiendrai, moi, c'est pas à moi qui vais me faire accrocher par ce truc-là. Donc vous avez des différences de femmes, et ça veut dire que on ne traite pas tous les féminicides de la même façon, on ne traite pas, c'est pas la même chose qu'il faut dire à une femme qui n'a pas de résistance et à une femme qui se croit plus forte que tout et qui défie un homme. Donc, vous voyez, qui défie un homme, il y a un indice de ce que sont les rapports de force biologiques, parce que l'homme a probablement plus souvent qu'autrement le monopole de la force. Et la force physique. Oui, bien entendu. Oui. Et je ne dis pas que c'est la seule, mais cette force physique qui peut être fatale. Qui peut être fatale. Donc, bien sûr qu'il y a un risque terrible de jouer au jeu de Carmen, mais je veux dire par là que la littérature nous apprend la différence des situations. Cette différence des situations, elle est très pertinente pour voir le monde, pour voir les dangers, pour arriver d'ailleurs à des solutions qui ne sont pas les mêmes pour toutes les femmes. Je crois que c'est extrêmement important. Alors quand on est là avec la grosse Bertha, j'ai la solution. La solution, c'est les hommes sont devenus insupportables, c'est la manosphère, c'est pour ça que ce petit garçon va tuer cette petite fille, c'est à cause de l'idéologie masculiniste. On ne comprend plus rien. On ne fait plus aucune distinction. On ne voit plus ce qui se donne à voir. Mais j'irai un peu plus loin. On cherche ce genre de réponse pour se conformer à ce que sont peut-être les diktats mous de l'époque. Oui, les diktats mous, mais... Est-ce que ça fait sens, ce que je vous dis? Oui, mais en reprenant ce discours qui est un discours idéologique, enfin, on met ses lunettes là et on voit la victime, la manosphère, on accentue le problème qui est l'incommunicabilité entre les sexes, qui est d'ailleurs sans doute à son maximum à l'âge des petits héros d'adolescence. Parce que c'est vrai qu'on apprend à se familiariser, à comprendre un peu mieux l'autre de l'autre sexe en vieillissant. Les contresens sont, à mon avis, maximum à cet âge-là. Mais en donnant ce discours tout fait, oui, on n'aide pas à la communication qui est... Moi, j'ai été prof, hein, donc ce que j'espérais
c'est que la mixité, ça serait le désir et que dans les classes, les garçons et les filles se parleraient. Parce que moi, j'espérais la mixité. J'ai été élevée, c'était encore les filles d'un côté. Il y avait des écoles de filles, des écoles de garçons. Vous l'espériez parce que vous pensez aujourd'hui que l'affaire est entendue et que c'est difficile? Quand j'ai été prof, j'ai vu que les filles se mettaient d'un côté, les garçons de l'autre. Et que c'était comme l'huile et le vinaigre, ça se sépare. Et qu'il n'y avait pas ce que j'imaginais, c'est-à-dire l'utopie du désir pour l'autre sexe, pas du tout. Il y avait une méfiance. Et bien sûr, la méfiance des filles qui ne veulent pas se faire marcher sur les pieds, et les garçons prennent leurs aises et marchent sur les pieds. Donc, il y a une difficulté. Cette difficulté, il me semble que par la culture, par la littérature, par la tolérance, on peut arriver à... Mais ça mène à ce qui me semble un cul-de-sac énorme. J'oublie le nom de l'auteur qui a écrit « Peut-on encore vivre avec les hommes » ou « Peut-on vivre avec les hommes » dans la foulée de l'affaire Pellicot. Exact, dans la foulée de l'affaire Pellicot, du procès de Mazan, où la conclusion générale qui est tirée, c'est que il est inévitable que les hommes soient, pour l'essentiel, des violeurs. Et... Non, mais enfin... évidemment, j'en suis à douter de ce que je puisse poser la question parce que je suis un garçon. C'est vrai que vous êtes mal placé, je vous plains. J'apprécie le sens de l'humour. Mais vous comprenez qu'il est très difficile de simplement soulever l'enjeu parce que je me dis, si on peut effectivement plus se fréquenter, s'il y a un a priori qui est toute relation peut mener à ce viol, à ce viol d'intégrité sur tous les fronts, pourquoi essayer de cohabiter, effectivement? Oui, je pense que Manon Garcia est allée assister au procès, regarder les films les plus atroces et donc dans cet état où elle s'est mise elle-même, moi je pense que c'est pas la peine d'aller voir. D'ailleurs, mon militantisme quand j'étais féministe, c'était au collectif contre le viol. Et quand on voit des femmes violées, qu'on entend les récits, etc., on est pris d'une sorte de terreur et on a du mal à avoir un lien avec l'autre sexe. Donc il faut sans doute éviter d'abord l'essentialisation et la généralisation et le fait que tous les hommes, on le met dans le même sac. Et aussi essayer, oui, de comprendre et un autre rythme, une autre urgence sexuelle à certains moments de l'existence. Enfin, oui, il faut... Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. On a affaire, quand on est avec des gens de 15 ans, 17 ans, des garçons de 15 ans, 17 ans, avec quelque chose qui peut représenter un danger. Bon, donc il faut faire avec. Moi, je suis très étonnée. C'est comme ça qu'il faut traiter le jeune homme, c'est-à-dire que c'est potentiellement quelqu'un de dangereux, et peut-être, je ne dirais pas à son insu, mais qui est dépassé par sa biologie. Bien sûr. Et ça veut dire qu'une part de l'éducation des filles repose et doit toujours reposer sur la prudence, chose qu'il est impossible de dire maintenant. Alors, sans doute, on est allé trop loin dans la prudence jusqu'à la pruderie, d'accord, mais il y avait ce fait divers terrible d'une jeune fille aux États-Unis qui avait été violée. Elle était allée à une partie et elle avait bu jusqu'au coma éthylique et elle s'était retrouvée sur la route avec un garçon sur elle. Le garçon, il avait 17 ans, il était probablement aussi alcoolisé qu'elle. Bon, on ne va pas jusqu'au coma éthylique avec des garçons qu'on ne connaît pas, surtout s'ils ont 17 ans. Si vous les connaissez peut-être, et encore, à mon avis... Mais ça procède pour vous de la même logique qui fait qu'on se pose de plus en plus de questions sur la nécessité ou non de donner des permis de conduire à de jeunes hommes de 16 ans dont le cerveau n'est pas encore parfaitement formé et qui donc sont potentiellement accidentogènes. C'est la même logique ici? C'est la même logique, ouais. Je crois qu'il y a une prudence à avoir et elle est plus possible à dire parce que, enfin, pour les relations entre les sexes, parce que on a l'impression que je dis que je blâme la victime, qu'elle n'avait pas à se saouler, et que
les filles n'ont pas les mêmes droits que les garçons. Les garçons, eux, ils ont le droit de faire des excès, alors que les filles, ça se retourne contre elles. Donc, il y a ce que les Américains appellent le sameness feminism. Je ne sais pas comment dire en français, le féminisme de la mêmeté. Oui. On doit être pareil. Mais c'est pas vrai, on n'est pas pareil. Mais en plus, le dire, c'est une évidence. Nous ne sommes pas pareils. Oui, mais l'exigence d'égalité va jusqu'à la revendication de la mêmeté. De la mêmeté, oui. Je ne sais pas comment dire. Sameness. Oui, mais je pense que c'est une traduction qui n'est pas nécessairement jolie à l'oreille. Ah, c'est vrai, c'est moche. C'est moche. Dans ce qui nous anime présentement, ça m'a beaucoup intéressé aussi. Vous dites, la corrosion de l'idéal viril menace surtout les hommes ordinaires, parce qu'il y a une corrosion de la virilité. Évidemment, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas beaucoup valorisé, entendons-nous bien. Et dans cet univers, donc, l'homme ordinaire est menacé parce qu'il y a une marchandisation aujourd'hui de tout, y compris de nos pulsions. Et il y a des risques. C'est les incels dont on parlait tout à l'heure, mais c'est pas que, parce que c'est la caricature la plus aboutie que les incels. Mais c'est beaucoup de garçons qui se retrouvent dans une misère sexuelle aussi. Oui, mais la misère sexuelle, ça ne doit pas être un argument qui nous oblige, nous les femmes, à satisfaire les pulsions, mais c'est quelque chose qui existe. Quand on est dans une monogamie, celle que Houellebecq regrette, des années 50, chacun sa chacune, à supposer que le système soit à peu près équilibré, ça va. Quand vous introduisez Tinder et que vous faites apparaître donc ce pourcentage, 80% des femmes veulent, 20% des hommes, point à la ligne, on s'aperçoit du risque que la sélectivité supérieure des femmes, qui est un fait avéré absolument, et qui d'ailleurs est un fait probablement biologique, parce que les femmes supportant les conséquences de l'acte sexuel par la grossesse font plus attention où elles mettent les pieds, alors que... C'est pas les pieds, je vous dis ça comme ça. Alors, donc, les femmes sont plus attentives et plus sélectives, ce qui est normal en fonction de leur rôle dans la procréation, donc c'est comme ça. Et quand ça apparaît, ces chiffres, là, on se retrouve avec non seulement la misère sexuelle, mais ce désarroi moyen de ceux qui sont... non pas à 20%, mais à 30%, qui sont donc... dans les interstices. Dans les interstices. Alors, vous avez les vrais laissés pour compte furieux qui... à la fin des boîtes de nuit et tirent sur les femmes, les vrais ennemis, mais vous avez... alors, je crois qu'il faut redonner à la virilité son horizon de sens, son horizon de valeur. Je crois que le courage masculin, c'est quelque chose qui nous est apparu en Europe par la guerre d'Ukraine, où soudain on a vu les hommes aller au front, les femmes et les enfants partir à l'ouest en voiture. Et soudain on a vu ceux qui y vont, ceux qui se cachent aussi. Et vraiment la division de l'humanité en deux sexes et en deux rôles apparaissait pour de manière cruelle, parce que... On aurait préféré exprimer la différence autrement que dans un conflit armé comme celui-là. On aurait espéré, oui, le voir autrement, mais enfin, ce qu'on voyait quand même, c'est la grande force des hommes voulant protéger, non pas leurs terres, mais les leurs, leur famille, leurs femmes. La mère patrie. La mère patrie et la femme et les enfants. Donc, ce courage masculin, je comprends pas qu'il ait pu être oublié, si ce n'est que nous avons vécu une très longue période de paix depuis... oui, qui nous a un peu anesthésiés. Qui nous a anesthésiés, et non seulement de paix, mais les guerres avant, celles-ci, avant, étaient des guerres civiles pour la plupart. Depuis 1945. Oui, qui portent très mal leur nom d'ailleurs. Oui, qui ne sont pas très civiles, mais dans lesquelles les populations civiles avaient plus de pertes que les militaires. Donc, dans ce cadre-là, le rôle de l'homme qui protège la femme et les enfants disparaissait, puisque les
population civile faisait les frais des guerres, était sous les bombes comme Gaza actuellement. Donc dans ce cas-là, on ne voit plus le courage masculin, il est défonctionnalisé. Donc il me semble qu'on a perdu le sens de cette vertu essentielle. Je ne veux pas dire qu'aucune femme n'est courageuse. Jeanne d'Arc, ça existe. Le courage, même physique féminin, existe très souvent chez les jeunes filles. C'est pour ça que vous avez les déesses vierges de l'Antiquité qui sont chasseresses ou qui sont guerrières. Je vous dirais les mères aussi, protégeant leurs enfants. Et les mères protégeant leurs enfants. Et ça, il y a un académicien qui s'appelle Thomas, au XVIIIe siècle, qui fait un traité sur les femmes et qui dit, dans les cités grecques, les femmes se battent autant et même plus que les hommes dans les cités assiégées. Parce qu'elles savent que si la cité tombe, elles sont... Tout le monde y passe. Ah, mais elles partent en esclavage, elles sont violées. Et bon, donc, à ce moment-là, pour défendre leur corps et leurs enfants, elles se battent. Donc, c'est pas que les femmes sont incapables de se battre, mais c'est que vous avez quand même une division. Les hommes y vont. Les hommes vont au combat, les femmes protègent les enfants. Si on avait à faire de la prospective, alors les géopoliticiens le font. Je pose la question à quelqu'un qui enseignait la littérature. Cette guerre des sexes ou cette mésentente des sexes, à quoi ça peut mener? À une division du monde? Vous me disiez tout à l'heure, dans mes classes, garçons et filles, c'était comme l'huile et le vinaigre. Ça avait tendance à se séparer. Mais je constate que la tendance lourde aux États-Unis, dans les campus universitaires et dans les résidences universitaires, c'est la ségrégation. Les garçons entre eux et, je vous dirais même, les communautés culturelles entre elles. Oui. Ce n'est pas demandé, c'est choisi. Donc, une auto-ségrégation. Alors que tout le combat des années 60 aux États-Unis est pour faire tomber ces frontières et intégrer pour que les jeunes noirs puissent aller à l'école de leur choix. Et là, on se retrouve, alors peut-être que c'est la frontière, que c'est pas pour tous, mais où de plus en plus, et où l'État le plus progressiste entre tous, la Californie, est ses campus auto-ségrégés. Oui, et oui, bien sûr, quand on pense que le début des événements de 68, c'est le désir des garçons d'avoir accès au dortoir des filles à Nanterre, que c'est ça qui... On est très loin, hein? On est au contraire de ça, bien sûr. Oui, mais bon, sans doute qu'il y a des moments où la ségrégation peut être pacifiante. Moi, je suis contre parce que je reste marquée par ces années 60 et donc par le désir de l'autre sexe et donc de comprendre cette différence et de... Mais ma question était une question de prospective. Dans quel monde vivrons-nous demain si aujourd'hui les plus jeunes demandent à vivre entre eux? Entre eux, communauté et sexe aussi. Alors, je fais une généralisation terrible. En même temps, on est dans le monde de l'individualisme. Donc les gens veulent être chacun des individus avec tous les choix possibles. Donc je ne suis pas sûre que ces ségrégations ne soient pas temporaires et qu'il n'y ait pas des redistributions qui se fassent après. Et nos sociétés sont des sociétés mixtes. Il n'y a pas... regardez la rue, aussi bien en Californie qu'à Paris, ce sont des rues qui n'ont rien à voir avec les rues arabes. Quand vous voyez une manifestation dans une rue arabe, la première chose que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de femmes. Que des hommes. Oui. Maintenant, ça nous saute aux yeux. Et de le dire est d'ailleurs problématique, parce qu'on est immédiatement taxé d'intolérance, sinon même de racisme. Non, on voit... enfin, on ne peut pas ne pas voir... Le réel, je suis d'accord avec vous, mais... Le réel, c'est comme ça. C'est une autre solution. Il y a eu à Cologne, et je pense que vous êtes intéressé à cette nuit de la Saint-Sylvestre, oui. 1000 quelques femmes qui ont été agressées. Je pense qu'il y a 350 plaintes officielles qui ont été déposées, oui. Mais on calcule que c'est plus de 1000 femmes qui ont été agressées, et ça a été le silence généralisé des autorités pendant un certain temps, des médias, parce que ceux qui avaient agressé
C'était pas des Syriens d'ailleurs, c'était des Maghrébins en général. Mais oui, parce que bon, pour eux, là, ils sont devant une offre féminine absolument invraisemblable. Et ils sont d'ailleurs persuadés que toutes les occidentales sont des prostituées, donc il n'y a qu'à se servir. Donc là, c'est vraiment une erreur culturelle. Je crois d'ailleurs que les Allemands ont décidé de leur faire des cours pour leur apprendre que une femme en short, c'est pas... C'est pas une invitation. Non, il faut qu'ils fassent un petit effort de mise au point. Enfin, c'est pas impossible. C'est certainement pas impossible. Votre dernier livre porte sur la tentation de la politisation du privé. Et je pense que c'est la conclusion parfaite à notre conversation, parce que c'est le dernier espace où on se dit « je peux être détendu, bien, à l'abri, en compagnie de ceux que j'aime, de celle, de celui, de mes enfants que j'aime. » Or, il y a une véritable tentation de transformer le privé et la maison en champ de bataille. Oui, et bon, Sandrine Rousseau en France est celle qui porte ce discours puisqu'elle voulait faire un projet de loi pour pouvoir accuser en justice un homme qui ne prendrait pas 50% des tâches ménagères et donc pouvoir pénaliser ce crime. Mais avant elle, c'était dans l'air. Hein. Elle porte ce discours, mais qui est assez général et qui me paraît faux. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire les femmes font, je sais pas, 2 heures de plus de ménage par semaine ou 3 heures de plus. Mais c'est un véritable enjeu. On est d'accord que le partage des tâches, c'est quelque chose d'important dans le couple, dans la mesure où la tentation pour l'homme d'en faire un peu moins, alors vous me direz peut-être qu'il fait autre chose, mais la tentation est assez statistiquement bien démontrée. Alors, c'est une critique qui m'a été faite par un homme, et je reconnais que ça a du sens. Il m'a dit, tu donnes trop d'occasion à la paresse masculine. Peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que au lieu de représenter toujours ça comme une injustice faite aux femmes, on peut se demander si il n'y a pas un plaisir de l'embellissement de la maison, de mettre la maison en ordre ou de mettre la maison dans une propreté, dans un état qui vous plaise, à vous d'abord, et dans lequel vous puissiez enclore ce que vous aimez. Et je vois chez les hommes un désir de l'extérieur, enfin cette séparation de la femme qui passe l'aspirateur et l'homme qui passe la tondeuse, on voit l'homme qui sort. Et la vanité de la maison chez la femme, je la trouve pas de la même façon chez les hommes, alors qu'ils peuvent avoir la vanité de leur voiture, de leur bateau, de leur moto, des instruments qui vont vers l'extérieur, qui sont des instruments de liberté. Je me rappelle d'un insulaire à Guam. Je lui disais qu'il était allé aux États-Unis, il revenait dans son île. Je lui dis, qu'est-ce que ça fait, la différence? Il me disait, aux États-Unis, quand j'ai un problème, je peux prendre la voiture et conduire infiniment, alors que là, je suis au bout de l'île tout de suite. Moi, je me disais, mais quand je vais pas bien, je n'aurais jamais l'idée de prendre la voiture. C'était même pas une question écologique de griller des hydrocarbures. Ça me viendrait pas à l'idée. Quand je vais pas bien, je réfléchis, je mets en mots, j'articule. Mais bon, donc les hommes ont une prise sur le dehors et les femmes ont. Et vous pensez que c'est masculin plutôt que féminin? Oui, je crois. C'est toujours pareil. Ce sont des moyennes. Vous trouverez des femmes qui sont plus grandes que des hommes plus petits. Même, ça n'empêche pas qu'en moyenne, les femmes sont plus petites que les hommes. Donc, les femmes sont en moyenne plus intéressées par le dedans, et d'ailleurs, elles sont contraintes au dedans. Si vous regardez les gens qui sont à la rue, c'est 95% d'hommes pour 5% de femmes. Les femmes... Un instant. Si on faisait une recension à 17h35 sur le boulevard Saint-Germain qui est à 100 mètres, vous me dites qu'il y aurait 95% d'hommes pour 5% de femmes? Non, des gens qui sont à la rue, des SDF. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, les SDF, là, c'est vraiment très clair.
vous en avez 95% masculins, parce que les femmes peuvent pas tenir dehors, parce qu'elles sont vulnérables. Elles sont plus petites, donc c'est plus facile de leur voler leurs affaires, et elles sont des corps qui peuvent être violés. Donc, les femmes ont besoin de l'intérieur. Et ce besoin de l'intérieur, c'est aussi un besoin de l'embellissement de l'intérieur. Vous savez, avant, au BHV, ils vendaient des clous, des tuyaux, des joints, et c'était un espace entièrement masculin. Quand je descendais au sous-sol du BHV, c'était très curieux, c'était presque aussi masculin que la mosquée Al-Azhar. Enfin, c'était vraiment masculin. Et puis, le roi Merlin est arrivé, il a mis des coussins, il a mis des plaids, il a mis des abat-jours, il a mis des rideaux de douche. Et soudain, c'est mixte. Pourquoi ? Parce que le rapport, même à l'intérieur, n'est pas le même. Il est genré. Il est genré. Les hommes sont bâtisseurs et réparateurs, et les femmes sont dans l'embellissement, dans vous savez, rendre la vie heureuse. Certains nous écouteront et vous diront, mais vous êtes dans des clichés terribles. Vous essentialisez. Et vous essentialisez la femme. N'empêche que dès qu'on a mis des coussins et des rideaux, etc., on a vu des femmes entrer chez le roi Merlin. Je vous suis. Alors qu'avant, il n'y en avait pas. Donc, le rapport à l'intérieur est différent. Les femmes sont plus liées à l'intérieur et ont un rapport qui est un rapport d'entretien et il y a un plaisir à l'entretien. C'est ce que j'ose dire contre toutes ces récriminations. Un nouveau champ politique à conquérir que la vie privée, c'est ce que vous suggérez aussi en disant le premier effet du féminisme est d'imposer ou d'importer le conflit à domicile, de l'attiser pour les militantes féministes. Le bonheur amoureux et la douceur du foyer sont suspects. Suspect, c'est vraiment pactisé avec l'ennemi, donc c'est plus que suspect, c'est vraiment accusé. Parce que c'est de laisser vivre le patriarcat tranquillo et de le nourrir. Oui, c'est vraiment la collusion avec le patriarcat. Mais donc la solution, c'est la ségrégation, c'est de vivre séparément? On se demande qu'est-ce qui est possible, parce que l'idée d'importer à domicile le conflit, la guerre des sexes, c'est de dire, voilà, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas descendu la poubelle autant de fois que moi, etc. Ça rend la vie impossible. Pourquoi ? Parce que une vie de couple, c'est une vie dans le temps. Vous pouvez pas faire une photographie, dire, là, cette semaine, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Dans un an, je serai malade et c'est toi qui m'aideras. Enfin, je veux dire, une vie, c'est une caravane dans le temps. Donc, on peut pas faire des photographies comme ça et c'est absurde. Et puis, en plus, je crois que à l'extérieur, le critère, c'est la justice, c'est-à-dire que devant le patron, on a le droit et même le devoir de dire j'ai droit à une augmentation car c'est pas équitable par rapport à mon collègue masculin. Donc la demande de justice doit avoir lieu dans le monde politique et le monde professionnel, mais à l'intérieur, ce n'est pas de justice qu'il s'agit, c'est d'épanouissement et d'accroissement. C'est-à-dire, c'est là où deux jeunes filles, je deviens mère, c'est là où les enfants grandissent, c'est là où il y a une expansion de soi dans la famille. Mais si on vient créer la pagaille d'une certaine façon, ou contaminer la cellule familiale, il n'y a plus de safe space, pardonnez-moi l'expression politiquement connotée. Et c'est un peu la tentation. Ben, si dedans c'est pareil que dehors, alors il y a... Pourquoi dedans ? Pourquoi dedans ? Et je crois que c'est très difficile pour des féministes radicales d'être en couple avec des hommes. D'ailleurs, il y avait un slogan quand j'étais jeune qui était « tous des salauds sauf Julot », qui voulait dire que les hétérosexuels, elles avaient une place très subalterne à l'intérieur d'un mouvement qui tendait à être un mouvement homosexué. Et c'est une raison de m'en écarter. Claude Habib, vous parlez de ce que le pacte du couple, qu'il soit le fait de gens mariés ou non, se vérifie dans le temps. Parce qu'on ne peut pas faire la photo de ce qui a été partagé de tâches une semaine, un mois ou un an. Il y a un équilibre. On le souhaite, en tout cas, qu'il y ait un équilibre, même si je vous dirais que je plaide coupable à ce que sur certains trucs, tout au long de ma vie, j'ai pas
été à tous les rendez-vous avec les femmes de ma vie. Mais une fois ce mea culpa bien consommé, ma question, c'est sur le rapport au temps, et particulièrement dans le couple, où vous dites les femmes n'ont pas du tout le même rapport au temps que les hommes. Les femmes n'ont pas le même rapport au temps parce que de toute façon, il y a d'abord le temps biologique pour devenir mère, qui n'est pas le même que les hommes. Donc, je crois que dès le rapport amoureux, vous avez une différence qui est que même sans désirer être mère, les femmes veulent l'exclusivité. Les femmes veulent qu'un homme reste dans leur atmosphère et ne s'échappe pas. Alors que Don Juan, si Elvire revient et le colle, ça lui plaît pas. Donc là, vous avez une vraie différence. La demande féminine en amour est une demande plus exclusive. Plus exclusive, même si elle le cache. Parce que, bon, on va pas tout de suite annoncer la couleur, c'est contre-productif. Mais il y a un désir de vérifier l'attraction, le pouvoir d'attraction qu'on ait. Un homme se satellise autour de vous, reste dans votre atmosphère. Bon, déjà, ça fait une différence. Et puis, quand le désir d'enfant apparaît, et il est très contraint chez les femmes parce que les femmes font des études, elles cherchent un travail. Donc, c'est difficile de créer un moment où il va y avoir la place pour un enfant. Mais quand il apparaît, il a une certaine urgence. Alors que pour les hommes, beaux endormis, hein, on peut être un vieillard et avoir une grande lignée qui va jusqu'à Jésus-Christ. Donc bon, Bose, il a tout à fait son temps. La femme, là, a une pression différente. Donc, évidemment, la temporalité des deux n'est pas la même. Et sur cette question, j'ai trouvé très intéressante cette idée que vous avez faite de dire que s'il y a des quotas qu'on devrait avoir en entreprise, c'est pour les mères. S'assurer que les entreprises aient un nombre minimum de mères pour faire en sorte que celles qui font le choix de l'être retrouvent leur place ou soient valorisées toujours. Parce qu'évidemment, elles sont perçues, et particulièrement les jeunes femmes, comme des quantités instables pour l'entreprise. Oui, il y a cette idée que non seulement, enfin, les mères sont dévalorisées. Je ne sais plus qui disait que quand on est dans une partie et qu'il y a une femme, on lui demande qu'est-ce que vous faites et elle dit j'élève mes enfants. Immédiatement, on décroche et on cherche quelqu'un de plus intéressant, qui a des choses plus prestigieuses à raconter. Plus d'ambition pour elle-même, quoi. Voilà, ça paraît dégradant, dégradé, tradit, sans intérêt. Or, je crois que c'est pas parce qu'une femme fait des enfants que son quotient intellectuel baisse. C'est pas parce que elle passe 2 ans, 3 ans dans la nurserie que elle a un quotient intellectuel d'enfant de 3 ans. C'est un moment de la vie, mais il faut qu'elle puisse se donner à la passion maternelle si elle le souhaite. Les crèches, c'est très bien, mais il y a des femmes qui veulent s'adonner à l'éducation de leur enfant et en ressortir brillamment. Parce que maintenant, voilà, elles peuvent être caissières à Monoprix. Enfin, elles peuvent avoir des travaux contraints, des temps partiels contraints. C'est souvent comme ça que les mères retournent au travail, vraiment au bas de l'échelon. Et je crois que si on dit qu'on impose aux entreprises des quotas de mères de 2 enfants, de mères de 3 enfants, de mères de 1 enfant, les entreprises, elles chercheront les mères intelligentes. Et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des mères intelligentes. Il y en a plein, évidemment. Il y en a plein. Et ils auront cette incitation à avoir les meilleures des mères, alors que pour l'instant, ils se méfient de ces femmes qui peuvent avoir un souci sur la grippe du petit dernier. Et donc, pour l'instant, c'est un frein dans l'entreprise. Il faut que ça devienne un atout. Parce que sinon, nos sociétés vont... déjà, si on estimait ce que ça demande que d'être mère et tout ce que ça demande de polyvalence, d'intelligence, de capacité d'adaptation, je suis certain qu'il y a des entreprises qui se diraient « mince, c'est des gens que je veux avoir dans mon équipe ». Mais c'est-à-dire, là, vraiment, il y a quelque chose de dégradé dans la manière dont on pense aux mères. Moi, je me souviens de mon père qui me disait « Oh là, j'ai passé un dîner épouvantable, j'étais à côté de cette bonne femme qui n'a pas arrêté de me raconter ses accouchements. »
Je me disais, mais c'est intéressant ces accouchements. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui risque de m'arriver dans la vie. Enfin, mais À lui, moins. À lui, moins, je suis d'accord. Mais enfin, combien d'entre nous, les femmes, on a supporté des généraux qui nous racontaient leurs batailles et leurs exploits. Bon, on peut de temps en temps raconter un accouchement. Bon, en général, les choses féminines ont toujours été dévaluées. Et je crois, si nos sociétés veulent une reprise de la natalité, je crois que c'est vraiment vital. Il suffira pas de mettre de l'argent en disant truc de Macron, voilà, on va donner 6 mois aux hommes et 6 mois aux femmes, comme ça c'est pareil. Bon, ça c'est vraiment la pente de l'égalité, alors que, enfin la pente de la mêmeté, pour reprendre, alors que je crois que c'est très différent avec le rapport de la femelle au tout petit, tout petit qui met quand même 3 ans avant de tenir debout, c'est une spécificité de notre espèce. Notre espèce a un temps de maturation du petit extrêmement long et il n'y a aucune raison de le méconnaître. Je vais terminer avec une question biographique. À vous de moduler la réponse. Mais quelle part, selon vous, de ce que vous avez été dans votre vie de femme, d'amoureuse, voilà. Vous voyez déjà, et le glas qui sonne, ou le glace, explique ce que vous avez choisi de faire comme recherche et ce que vous avez choisi d'écrire comme livre. En quoi l'expérience sensible est à l'origine de votre curiosité? Certainement parce que j'ai toujours été persuadée que la passion amoureuse n'était pas ce qu'on nous disait, à savoir tu dois faire des études et pas te livrer à des frivolités avec les garçons, soit l'un soit l'autre. Et moi j'ai toujours pensé le contraire, j'ai toujours pensé que l'expansion passionnelle allait avec le désir de vivre, de travailler, de faire sa place, et que alors sur la passion maternelle, malheureusement j'ai pas pu avoir d'enfant. Et donc, je ne sais pas, mais je suis presque sûre que c'est pareil. C'est-à-dire que réprimer les désirs, réprimer les grands moments passionnels de l'existence, c'est pas du tout quelque chose qui aide à l'intelligibilité, l'intelligence. Ça aide à rien du tout, ça rend triste, ça consterne, et donc... Oui. C'est du refoulé, dirait la psychanalyse. Si vous voulez, mon parti pris passionnel de toujours explique sans doute que j'ai regardé avec intérêt ces dimensions, les arrangements passionnels du passé. C'est-à-dire comment ils avaient fait avec les hommes et les femmes. Dans le romantisme, c'est Rousseau. Avant le romantisme, c'est-à-dire cette galanterie aristocratique très compliquée du XVIIe siècle, tellement loin de nous, on met du temps avant d'accommoder et de comprendre à quoi il joue. Bon, et voir quelles sont les solutions pour un rapport d'agrément entre les deux sexes. Voilà. Et au total, vous n'êtes pas à la fin de votre vie, mais vous en avez vécu une bonne partie. C'est vrai. L'expérience sensible de vos rapports avec les hommes a été bonne? Oui, mais bien sûr, parce que on est sélectif. Vous me dites bien sûr, c'est pas bien sûr. Et plus ça va, plus on choisit. C'est-à-dire, on choisit des hommes avec qui on peut vivre, on évite les brutes épaisses, on choisit, oui. C'est sûr que une jeune femme, quand elle voit comme idéal le roi du cartel parce que il a beaucoup d'argent, elle risque d'avoir des lendemains qui déchantent. Est-ce que vous parlez de vous? Vous avez déjà rêvé du roi du cartel? Non, mais le désir, comment on appelle ça? L'hypergamie féminine, qui fait qu'on regarde ce qui brille, c'est-à-dire la rockstar, peut vous amener vers des déboires. Donc, je conseille la prudence. Mais il me semble que plus on va vers... des hommes avec qui on peut avoir des goûts communs, avec qui on peut s'entendre, avec qui on éprouve que on fait partie de la même humanité et que... Je remarque quand même que vous avez répondu en employant la troisième personne du singulier pour parler de vous. On remarque, on... Alors, mais c'est pas un reproche que je vous fais. C'est peut-être la théoricienne qui
préfère garder une bonne distance avec son matériel intime. Je vais me réfugier derrière Rousseau pour conclure. Rousseau dit à peu près que les hommes et les femmes, en ce qu'ils ont de semblable, ils sont égaux. En ce qu'ils ont de différent, ils ne sont pas comparables. Donc vous avez l'universel et la différence dans cette formule. Je suis parfaitement d'accord. C'est absolument incomparable. Comme conclusion, c'est parfait. Merci à vous. Si ça vous a plu, rappelez-vous que vos likes, on les aime bien. Il faut nous aimer. Vous abonner, c'est encore mieux. Philippe Lorange est à la recherche. C'est Jeanne Croteau à la réalisation, Stéphane Bureau au microphone. Claude Habib, merci beaucoup. C'était un très sympathique moment en votre compagnie. Réciproque.